France 2 vous a présenté le film du dimanche avec Bayer Jardin, produit d'entretien du jardin. Le prince régnier, les rois de la littérature réalité, l'impératrice de la publicité, Daniela Lombroso vous ouvre la voie royale des coulisses du pouvoir dans un instant. Kémy, est-ce qu'on a pris le cadeau? Ouais. T'es sûr? Mmh. Dis-moi, comment s'appelle la femme de Philippe, déjà? Ouais. Au fait, je suis enceinte. Ouais. En plus, c'est des triplés. Mmh. Ou des quintuplés, je sais plus. Ouais. Oh, le cadeau, on l'a pris? Ouais. Alors? Bon, alors, en cas de vol, Aviva rembourse la valeur à neuf de vos biens pendant 10 ans. Télé, magnétoscope, vidéo et console de jeu. Je crois bien que ce sera un garçon. Aviva Assurance Habitation. Kevin. Vous allez beaucoup gagner en assurance. Et jusqu'au 30 juin, moins 10% sur l'assurance duo Auto plus Habitation Aviva. PMU. Tiens, j'ai croisé Antoine hier. Ouais. Tu sais, Antoine. Antoine, ton ex, c'est ça? Mais il a pas changé. Les cheveux un petit peu plus longs, c'est tout. Là. En tout cas, il a bien réussi, hein. Ouais, bon, ça va, là, et oh. Il fait quoi, ton Antoine? Il est banquier, c'est ça? Ah non, il est artisan. Tu sais, la première entreprise de France. Bon, ben, j'y vais. Carte d'or, framboise, recette plein fruit. Jamais un sorbet n'a autant eu le goût du fruit. Carte d'or, le goût à l'état pur. Dolce Vita de Gaz de France. Inventons ensemble une toute nouvelle idée du confort. Le Big Tasty. Les grands espaces. Ce très grand hamburger. Son goût grillé incomparable à mille feux. Il est de retour chez McDonald's. 5, 6. Irrésistible Louis de Funès, enfin en DVD. Cette semaine, le numéro 1, le gendarme de Saint-Tropez et son fascicule, 3,99 € seulement. Une collection édition Atlas. Quel jogging! On a bien mérité un petit crémence, non? Crémoso? Mais Mario, enfin, mais tu vas pas ruiner tous nos efforts. Et notre ligne alors? C'est une taille fine, 0%. Taille fine crémoso, une recette incroyable, 0% assez onctueuse. La Mirabelle. Onctueux. Des efforts comme ça, tu peux en faire tous les jours, hein? Taille fine crémoso de Danone. Avec lui, c'est pas dur de garder la ligne. Et découvrez aussi la nouvelle recette taille fine citron, façon tarte au citron. Danone. 42e. Bonjour, je suis Pierre. Pierre Stone. Bienvenue à Oasis Aventure, votre nouveau game. Dans ce décor sublime, Five pretty girls vont tenter de vivre sans boyfriend, sans shopping, sans boîte de night, sans drink, sans food et sans mobile. Sans mobile! Pierre, origine. Je te rappelle. SFR Le Compte, un compte mensuel bloqué et rechargeable. Avec SFR Le Compte, fini la vie sans mobile. Allô? Ah, salut Michel, ça va? Comme invité principal dans ton émission comme au cinéma, génial. Mardi soir, Michel Field reçoit une star au naturel. Ah, l'émission est en direct.
Ah, moi j'adore, je préfère, c'est beaucoup mieux. Autour d'elle, Bruno Puzzulu, Antoine Duléry et une comédienne surprenante, Lara Fabian. Ah ouais, c'est bien. Non, non, je les aime bien. Bah d'accord, ok, c'est super, je suis super contente, quoi. Bah mardi, bisous. Et pour poser vos questions en direct à Mathilde Seigné, appelez dès maintenant le 3245. Comme au cinéma l'émission, mardi soir sur France 2. Maman, papa, les gens, moi, l'école, les filles, l'école, les amis, les filles, le travail, la fille, l'amour, la vie. Si vous vous lancez dans cette aventure, nous serons toujours à vos côtés pour vous aider à entreprendre. Banque Populaire, banque et populaire à la fois. Un jour, je passais l'aspirateur. Il était neuf, mais il semblait déjà ne plus aspirer. Alors je l'ai démonté pour trouver d'où venait le problème. Un peu de poussière, l'aspirateur se bouche. J'ai donc décidé de faire quelque chose. Après plusieurs prototypes, des milliers en fait, enfin je le tenais. L'aspirateur qui ne perd pas d'aspiration. Dyson. Les programmes sont exceptionnels sur Canal+. Canal+, c'est le meilleur du cinéma. Je m'appelle Chouchou. J'adore les sushis. Avec plus de 35 films récents par mois jamais vus à la télévision et une façon unique de vous emmener au cœur du 7e art. Canal+, c'est les plus grands événements sportifs commentés par nos meilleurs experts. C'est aussi des documentaires exclusifs, une information éclairante et sans concession. Scandale là, récemment. Et les séries cultes de demain, découvertes par Canal+. Canal+ et tellement plus encore. À vous de choisir. Jusqu'au 30 avril, Canal+, c'est 20 € par mois pendant 1 an ou 3 mois gratuits. Nouvelle Fiat Panda, élue voiture de l'année 2004. À découvrir dans le réseau Fiat. Mercredi soir, dans votre soirée continue. Avec amour, Marouchka Detmers et Christophe Malavoie font face à la toxicomanie de leur fils. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? On va l'aider. On va l'aider à s'arrêter. Mais pour soigner, il faut avant tout comprendre. Les invités de Jean-Luc Delarue cherchent des réponses à la question « Comment protéger nos enfants de la drogue ?» T'es même pas capable déjà d'admettre le fait que ce soit une dépendance et que ce soit un problème de santé grave. Non, je ne sais pas où est la solution, mais moi non plus. Mon fils est inconnu, suivi de Ça se discute. Votre soirée continue, mercredi soir sur France 2. Alors c'est très beau. Mais comme toujours dans tes livres, il s'agit de l'amour. Rien que de l'amour. Colette, une femme libre, bientôt sur France 2. Ce n'est pas toi le père, John. Mais qui? 01 73 50 62 22. C'est lui le père. Je le retire. 36 17 Annie, vous avez le numéro, vous trouverez le nom. Maintenant par téléphone au 32 17 et par SMS au 61 007. 35 centimes hors coût SMS. Être là quand on en a besoin, offrir une solution pour chacun, agir dans l'intérêt de tous.
Tout l'esprit de la GMF est là. GMF, assurément humain. Chaque semaine dans Téléstar, il y a 1 an de salaire à gagner. Cette semaine, le gagnant, c'est peut-être lui. Ou elle. Ou encore elle. Ou peut-être vous. Grand jeu Téléstar, chaque semaine, 1 an de salaire à gagner. Téléstar, n'ayez pas une télé de retard. Je cherchais un lieu du nom de confidence. Je ne savais pas où chercher. Hé mec, sortez de ma voiture! Il était grand temps d'avancer et j'ai pris la route V50 vers l'est. Qui êtes-vous? Je me posais très précisément cette question. Vous en faites pas, vous comprendrez! Si je regarde vraiment bien, je vais juste là. Vous venez pas de partir dans l'autre sens? C'était un autre moi. Au bout de la route, il y a confidence sur volvocars.fr. Quoi qu'il arrive, ne revenez pas en arrière. Jouez au grand jeu Télé 7 jours en répondant à cette question. Donnez au moins un des sujets de l'émission de ce soir. Pour participer, répondez sur france2.fr. Vous pourrez peut-être gagner un caméscope numérique et 6 mois d'abonnement au magazine Télé 7 jours. Bonne chance sur France 2 avec Télé 7 jours. Bonsoir et merci d'être avec nous pour les coulisses du pouvoir. Ce soir, vous saurez tout des coulisses de l'édition, de la petite fille de Michel Morgan à la belle-sœur de Ben Laden, du fils de Gérard Depardieu au valet de Lady Di. Aujourd'hui, les confessions sont de véritables filons pour vendre des livres. Rien ne vaut l'intime d'une personnalité qui défraie la chronique. Alors nous vous parlerons ce soir du business, du best-seller, mais aussi de celui de Monaco. Ce paradis fiscal de 2 km² brasse chaque année 7,62 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous reviendrons sur les secrets du rocher. Et puis un portrait dans cette émission, celui d'une femme de pouvoir, c'est rare. Elle s'appelle Mercedes Erra et aujourd'hui elle règne sur le petit monde de la publicité. Voilà donc le sommaire de ce 16e numéro des coulisses du pouvoir. Du soleil, des appartements luxueux, des stars, un régime fiscal très avantageux, Monaco est le paradis des puissants. Le maître des lieux, le prince régnier, règne sans partage depuis un demi-siècle. Enquête sur la face cachée du rocher. Tous les signaux que Monaco a envoyés à l'extérieur depuis 50 ans sont les signaux « venez entreposer votre argent » et cela n'a pas d'importance si c'est de l'argent illégalement acquis. Justine Lévy et son mari volés par Carla Bruni, les confessions de Guillaume Depardieu, révolution dans le monde du livre au hit parade, l'édition Réalité triomphe. Nous avons suivi en coulisses la naissance de la prochaine biographie de Sarah Marshall et d'Alexandra Anthony et celle d'Henri Lecomte. Passage télé et vente en supermarché, décryptage du plan de bataille des éditeurs. 50 000, là, 50 000, là, ça commence à être intéressant. C'est finalement des livres qui ne coûtent pas forcément cher, mais qui peuvent rapporter très très gros. Air France, Evian ou Carrefour, derrière ces campagnes se cache une femme de pouvoir. Mercedes Erra dirige la première agence de pub sur le marché français. Mère de 5 enfants, son mari est devenu père au foyer. Portrait d'une femme et d'un couple pas comme les autres. Je dis toujours à mes copains que je suis une femme de marin, parce qu'en fait, elle fait pas des campagnes en mer, elle fait des campagnes publicitaires, et moi, je la vois quasiment jamais. À 55 ans, le prince régnier a fait de la principauté de Monaco une entreprise prospère. À 80 ans, il connaît aujourd'hui de graves ennuis de santé. Il a été hospitalisé 3 fois en 2 mois pour des problèmes coronariens. Alors que se passera-t-il après régner? Pour en parler, Henri-Jean Servat, journaliste, bonsoir. Vous connaissez bien Monaco et sa famille princière. Alors, est-ce que évoquer là-bas le sujet de la succession, c'est un sujet tabou? Non, mais c'est un sujet qui est normal. Tout souverain. Il faut savoir que Régnier est le monarque le plus vieux en activité de la famille régnante la plus longtemps en poste. Je veux dire, donc c'est un sujet qui concerne toutes les familles héréditaires. Et quand on s'intéresse aux problèmes de pouvoir, on ne peut que s'intéresser à la succession de Monaco, qui, à mon avis, ne peut que suivre un cycle logique. Alors, est-ce que Régnier est vraiment très malade? Ah oui, je pense. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est-à-dire que moi je souhaite, et en plus je vous dis que j'ai mis ma cravate aux couleurs de Monaco oui, aujourd'hui en votre honneur, blason, jamais, oui. tout à fait. Je trouve que c'est un faux problème l'histoire de la querelle héréditaire à Monaco. Il y a un prince souverain, qui est pas majesté, qui est son Altesse Sérénissime, donc qui règne depuis Régnier est monté sur le trône en 1949. Il y a un fils qui est prince héréditaire. Alors le fait qu'Albert ne soit pas marié, ça suscite beaucoup de polémiques et beaucoup d'agitation, mais le successeur légitime à Régnier, 3 princes de Monaco,
sera le prince Albert. Fin politique et homme d'affaires, le prince Régnier, qu'on appelle aussi le patron à Monaco, a mis sur pied un régime fiscal très avantageux, sans jamais laisser la France mettre vraiment le nez dans ses affaires. Alors Sylvain Besson, bonsoir. Vous êtes l'auteur d'un livre passionnant sur les paradis fiscaux. Qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal finalement, et qu'est-ce qui fait de Monaco un paradis fiscal ? Alors un paradis fiscal, c'est d'abord un pays où on ne paye pas d'impôts. Et Monaco est un paradis fiscal pour les personnes physiques parce que tous les résidents ne payent absolument rien, aucun impôt. Et l'État se finance entièrement avec la taxe sur les biens, les services, la TVA en fait. Ouais, ça a été instauré, ça, par Régnier. Alors ça a été instauré il y a un peu plus longtemps que Régnier, mais il a beaucoup développé finalement la place financière monégasque, donc le secteur bancaire, les activités bancaires. Qui peut être résident monégasque pour les Français, comment on fait? Alors d'abord, il faut être riche, parce que les autorités, si vous voulez, exercent une surveillance quand même assez forte sur qui peut vivre à Monaco et choisissent des gens qui ont beaucoup d'argent, principalement. Déjà, il faut acheter un appartement à 20 000 € le mètre carré. Vous avez vu les coûts absolument exorbitants de l'immobilier. Finalement, ce système de sélection par l'argent explique que la moitié des résidents monégasques soient des millionnaires. Ça fait quand même 15 000 millionnaires. C'est une des plus importantes concentrations de fortune en Europe, je veux dire. Alors, casino, boom immobilier, appartement à 20 000 € le mètre carré, sécurité, coffre-fort et banque discrète, décryptage avec Arkady Varlamov des recettes qui ont fait du Rocher le paradis des puissants. Image Romain Hamdan. Ici à Monaco, la réalité dépasse les fictions hollywoodiennes. Le Rocher, l'un des plus petits États du monde, mais le paradis des puissants et des stars. Des princesses, du rêve et des drames, un cocktail d'amour et de larmes. Ce qui est difficile dans cette famille, c'est que la pression médiatique est tellement forte qu'ils ont autant de vie privée que des poissons rouges dans un aquarium. Mais derrière ce joli conte de fées, sait-on comment fonctionne Monaco? Quelle est la face cachée de cette sitcom mondiale? Monaco n'a pas d'autre atout que d'être ce qu'il est, c'est-à-dire finalement un abri, un sanctuaire pour l'argent, quel qu'il soit. Ici, les grandes fortunes nagent dans un bonheur fiscal. D'où vient cet argent? Comment le prince Régnier a fait de ce rocher une machine à sous? Monaco, 2 km² est l'une des plus fortes concentrations de millionnaires. À sa tête, depuis plus de 700 ans, la famille Grimaldi. En 1949, le prince Régnier devient le 26e prince de Monaco. Il a 26 ans et un défi à relever. La Seconde Guerre mondiale a laissé Monaco dans un état précaire. L'héritage de Régnier se résume à un simple caillou. Et le prince Régnier a été considéré à l'époque comme un homme timide, tout à fait incapable de diriger un État. Tout le monde s'est moqué de lui. Et on s'est trompé parce que c'est un homme qui s'est tout de suite mis au travail. Les caisses étaient vides. Il a énormément fait pour la principauté, et puis jusqu'à ce coup de génie de son mariage avec Grace Kelly, bien sûr, en 1956. Voilà le premier coup de génie de Régnier. Pour transformer son rocher en diamant, il va prendre une star pour épouse. Je ne sais pas si on peut parler de mariage arrangé. C'est le père Tucker, qui était le confesseur du prince, et a essayé de trouver une jeune fille qui pourrait vraiment incarner toutes les vertus nécessaires pour être princesse de Monaco. Tout est calculé pour redorer le prestige de Monaco. Bon nombre de noms vont circuler. Conseiller de Régnier à l'époque, le richissime homme d'affaires Aristote Onassis. On dit qu'Onassis aurait voulu que ce soit Marilyn Monroe, mais qu'elle avait une vie un peu trop dissolue et que ça n'aurait vraiment pas convenu pour Monaco. Et donc le choix vraiment unanime s'est porté sur Grace Kelly. 1956, 30 millions de téléspectateurs assistent au mariage de Grace Kelly, reine d'Hollywood, et de Régnier, prince de Monaco. La rencontre orchestrée se transforme en conte de fées. Tous les regards se tournent alors vers cette principauté jusqu'alors inconnue des États-Unis. Régnier a su offrir à son royaume une légende. Monaco, pour le monde, était ce jour-là une leçon. Il avait l'orgueil d'être au milieu d'un monde inquiet et troublé, un pays où le seul problème d'État devait être l'amour d'un prince et d'une étoile. On peut certainement dire que tout le monde a trouvé son intérêt dans ce mariage qu'on a appelé le mariage du siècle en 56, au mois d'avril 56. Et puis, comme par hasard, mais y a-t-il vraiment de hasard, on a vu arriver les grands paquebots de croisière américains qui... et voilà, les Américains ont découvert la principauté de Monaco. D'ailleurs, les États-Unis ne connaissaient absolument pas Monaco. On raconte que la mère de Grace, quand sa fille lui a dit
voilà, j'ai une liaison, ou en tout cas j'ai un flirt avec the Prince of Monaco, et sa mère a compris Morocco et était persuadée que sa fille allait devenir sultane du Maroc, ce qui l'avait beaucoup inquiété. Désormais connu du monde entier, Régnier n'a qu'une obsession, assurer la prospérité de son royaume. Il entame alors une campagne de grands travaux. Monaco doit pouvoir accueillir toutes les plus grandes fortunes et offrir aux Monégasques une qualité de vie hors norme. Je pense que l'argent qui s'investit en principauté sous forme de béton est un investissement excellent. Finalement, il reste et il ne s'en va pas. Alors, est-ce que la principauté sera Manhattan dans 10 ans? Sûrement pas. Je crois que ça n'existera pas parce que les bâtiments hauts ne sont pas collés les uns contre les autres et sont plutôt éparpillés sur le territoire de la principauté. Mais ce petit paradis est grand comme un mouchoir de poche. Alors pour s'agrandir, une seule solution, s'étendre sur la Méditerranée. Immeubles luxueux, complexes balnéaires, hôtels de luxe. Au total, 40 hectares seront gagnés sur la mer. En 50 ans, Monaco, cet état lilliputien, a conquis 23% de superficie en plus. Désormais, les Monégasques surnommeront Régnier le prince bâtisseur. Aujourd'hui, le rocher est encore en travaux. Aucune loi littorale ne protège le bord de mer. Monaco continue de s'étendre pour loger ses 32 000 habitants et ses résidents de marque. C'est un petit État et s'il veut assurer son développement, il n'a que deux moyens. Ou il se développe en vertical, ou alors en horizontal en essayant de grignoter quelques hectares sur la mer. Et pour devenir propriétaire à Monaco, le ticket d'entrée est élevé. Voilà, donc ça c'est un exemple d'un appartement qui est recherché aujourd'hui à Monaco, surtout parce qu'il est de dimensions importantes. Donc de ce fait, il peut loger normalement une famille, et même avec des enfants. Un prix au mètre carré situé entre 15 000 et 20 000 euros, 5 millions de francs pour un studio, des prix exorbitants et pourtant les appartements se vendent comme des petits pains. Monaco, un Las Vegas méditerranéen, alors pourquoi le rocher est-il si prisé? Une des raisons pour moi fondamentales, c'est la sécurité. Parce que Monaco est un lieu sûr, où on n'est pas attaqué dans la rue, il y a pas de... c'est un petit État qui est bien géré, qui est bien administré, qui est bien contrôlé. Donc la sécurité, c'est quelque chose d'important dans le monde où nous vivons. Mais la véritable raison est ailleurs. Ici, pas de taxe d'habitation, pas de taxe foncière et surtout, pas d'impôt sur le revenu. Voilà la recette du succès. Voilà pourquoi aujourd'hui Monaco refuse du monde. La communauté la plus riche à Monaco, faut pas se leurrer, sont des Italiens, des Américains, des étrangers qui évidemment vivent là sans souci, ou des grandes stars internationales qui ont élu domicile là parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent dans leur pays ou sur le plan international et qui viennent se réfugier là où ils n'ont pas à payer d'impôts. Aux commandes de cette super PME familiale, le prince Régnier, surnommé le patron. Il a fait de son État un empire, un paradis dont lui seul possède les clés. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Monaco est d'environ 8 milliards d'euros, une réussite de plus en plus contestée. Arnaud Montebourg est député, il a été le rapporteur de la mission anti-blanchiment de l'Assemblée nationale entre 1999 et 2002. Selon lui, Monaco est devenu une plaque tournante de l'argent sale. Monaco est un paradis fiscal qui attire l'argent, est un paradis bancaire qui protège l'argent et un paradis judiciaire qui permet aux commanditaires de ces crimes et des délits, qui permet l'enrichissement, de protéger l'origine des fonds et ceux qui en profitent. Lors de son enquête, le député a recueilli des témoignages d'anciens banquiers. Ils auraient par le passé blanchi à Monaco de l'argent issu du trafic de drogue. Sur le rocher, l'ouverture d'un compte n'est pas déclarable à l'administration française, une discrétion très appréciée. Ici, 45 banques se partagent 360 000 comptes, une moyenne record de 10 comptes par habitant. Tous les signaux que Monaco a envoyés à l'extérieur depuis 50 ans sont les signaux « venez entreposer votre argent » et cela n'a pas d'importance si c'est de l'argent illégalement acquis. Trafic de drogue, trafic d'êtres humains, prostitution, trafic d'armes, corruption politique, corruption économique. Toutes les affaires européennes montrent que Monaco est à chaque fois cité et apparaît dans les circuits de l'argent sale.
Pour protéger encore davantage ses clients hors normes, une loi de 99 interdit l'extradition de toute personne ayant commis dans son pays une infraction en matière fiscale. Monaco serait-il devenu la terre d'asile des fraudeurs? La justice monégasque a en tout cas un fonctionnement bien étrange. Le prince lui-même entend diriger le travail des juges, ce à quoi il parvient parfaitement, puisque les juges, même de nationalité française qui travaillent à Monaco, prêtent serment devant le prince. Donc ils sont obligés de suivre les directives du prince, qui ne veut pas de scandale. Et sous prétexte du refus de scandale, eh bien, le scandale n'apparaissant pas, il n'est pas traité, et il n'est pas, surtout, condamné. Et tout le problème de Monaco, c'est son refus de participer à la lutte contre le blanchiment. Ce juge français a été en poste à Monaco pendant 4 ans. L'exercice de son métier sur le rocher était bien différent de ses convictions professionnelles. Il y a des magistrats à Monaco qui sont logés dans de très beaux appartements. J'ai constaté que selon le degré d'allégeance que l'on faisait à ses supérieurs ou à son institution, on obtenait des logements plus ou moins beaux, plus ou moins rapidement, avec des loyers variables. Des traitements de faveur, des passe-droits, la justice serait-elle aveugle? Les investigations sur des dossiers de blanchiment d'argent seraient-elles ralenties? Ce magistrat s'interroge. Les dossiers étaient savamment examinés avant d'être confiés à un juge d'instruction. Je fais notamment allusion à certaines procédures en matière de blanchiment, sur des faits qui étaient manifestement constitutifs de blanchiment et pour lesquels le parquet, sous la plume d'un substitut, rédigeait un rapport qui était soumis au directeur des services judiciaires, lequel mettait des mois, voire des années, à se décider à prendre une décision et à ouvrir une information. Ce qui, dans un certain nombre de cas, d'ailleurs, a permis aux auteurs de ces actions de blanchiment de récupérer leur argent, leurs bagages et de quitter la principauté en toute impunité. Roger-Louis Bianchini est journaliste. Il habite la Côte d'Azur et connaît bien le rocher. Lui aussi se souvient d'affaires étouffées. Plusieurs scandales ont défrayé la chronique, notamment celui des croupiers voleurs de Monaco. On s'est aperçu qu'en fait, c'est une véritable organisation menée par un trio de malfaiteurs, 2 hommes et une femme italiens, et classés par la police italienne comme appartenant à la mafia. Ce trio avait organisé donc un système de détournement d'argent au sein du casino de Monte-Carlo. Les répétitions se faisaient dans un appartement monégasque. Et finalement, lorsque le scandale a éclaté, le trio italien avait déjà pris la fuite, et tandis que les croupiers qui ont été arrêtés ont bénéficié ensuite de la mansuétude de la police monégasque. Plusieurs exemples montrent que ces croupiers voleurs, en fait, finalement, lorsqu'ils sont dans les nationalités monégasques, bénéficient de reclassement, notamment en leur accordant des licences de taxi. Une licence de taxi pour seule peine, la justice monégasque sait se montrer clémente avec ses ressortissants. Trop de scandales et c'est le risque de voir le navire monégasque chavirer. Le capitaine Régnier a tout intérêt à défendre son pavillon. Propriétaire d'immeubles et actionnaire de la puissante Société des Bains de Mer, propriétaire des hôtels de luxe et du casino, Régnier a une fortune estimée à plus de 2 milliards d'euros. Mais que pense l'État français de cette fulgurante réussite? S'il y a eu des exactions, eh bien comme on sait que les banques monégasques sont sous tutelle de la Banque de France, c'est plutôt à nous-mêmes qu'on devrait se poser des questions. C'est comment est-ce que l'État français a pu laisser faire des choses pareilles? Est-ce que dans ce cas-là, si on accuse Monaco d'être comment dire, une laverie automatique pour l'argent sale, ce n'est pas une façon pour la France de laver son argent sale? Il y a une hypocrisie des autorités françaises en ce qui concerne les relations avec Monaco, pour 2 raisons. Une raison d'intérêt général, puisque cet argent qui est déposé à Monaco, 60 milliards d'euros pour les actifs disponibles, cet argent profite avant au franc, maintenant à l'euro. S'il n'était pas à Monaco, il irait donc se planquer dans un autre paradis fiscal. Il profiterait au dollar ou à la livre, tandis que là, donc, il y a l'intérêt général à garder cet argent à Monaco. Ensuite, il y a des intérêts particuliers, beaucoup moins connus, occultes, cachés, celui des grandes sociétés multinationales qui font leur caisse noire à Monaco, et celui aussi de gens, de personnalités qui planquent leur propre argent, qui a échappé au fisc. Régnier a toujours une obsession, garder l'encombrant grand frère français à distance.
1962, le général de Gaulle se fâche contre Monaco et ses évasions fiscales. Pas question que les riches propriétaires d'Algérie mettent leur argent à l'abri à Monaco. Le prince tient tête au général. Résultat, pas de sanctions, seuls les Français sont pénalisés. Désormais, ceux installés sur la principauté après 57 seront soumis à l'impôt sur le revenu. En 84, nouvelle victoire pour Régnier. Il obtient de François Mitterrand une souveraineté et une indépendance accrue. Mitterrand lui a accordé l'espace aérien, les eaux territoriales, un strapontin à l'ONU, et aussi le privilège des télécommunications. Chirac, récemment, a fait des concessions à Monaco à la suite du rapport Montebourg-Payon. Là encore, Monaco est sorti vainqueur de cet affrontement. Il faut dire que l'argent de Monaco profite largement à l'économie française. Voilà pourquoi peut-être le Rocher a toujours gagné. Je me souviens qu'il y a eu quelques mouvements d'humeur dans la diplomatie française, que les Monégasques ont multiplié les protestations. Nous avons eu beaucoup d'incidents, d'ailleurs, lorsque nous sommes allés à Monaco. Quel genre ? Refus d'enquêter, refus de s'exprimer, ce qui n'était pas anormal, car après tout, si Monaco n'avait rien à cacher, il aurait pu le montrer. Donc nous avons eu des incidents au plus haut niveau du gouvernement monégasque. Et aujourd'hui, rien n'a changé. En 50 ans, Régnier a transformé Monaco en un temple de l'argent. Mais après le prince, qui sera capable de reprendre le flambeau ? Le prince Régnier, l'actuel souverain. Ensuite, c'est son fils, le prince héréditaire Albert de Monaco, qui montera sur le trône. S'il lui-même n'a pas d'héritier, eh bien, ça passera aux enfants de sa sœur, aux enfants de la princesse Caroline. Albert le Discret sera donc le futur prince de Monaco. Après s'être longtemps consacré au sport de haut niveau, il travaille aujourd'hui auprès de son père et le représente lors des visites officielles à l'étranger. Reste à lui trouver une épouse, malgré toutes les conquêtes que la presse lui prête. L'héritier n'est toujours pas marié. Il se marie pas. Écoutez, moi, je peux pas vous répondre la raison pour laquelle Albert se marie pas. Il a pas envie. Il dit toujours qu'il a pas rencontré l'amour de sa vie. Ben, accordons-lui confiance et crédit. Peut-être qu'il va rencontrer un jour l'amour de sa vie. Et si vous voulez me faire dire des choses concernant les mœurs éventuelles d'Albert de Monaco, j'en répondrai que ça ne me regarde pas. Ça le regarde lui. Il est très heureux comme ça. Moi, je l'ai connu des fiancées blondes dans les boîtes de nuit. Je l'ai vu faire et visiblement, il a envie d'en profiter. Je sais pas, il jette sa gourme par-dessus les moulins, il s'amuse et vas-y bébert et qu'il soit content, tant mieux. Stéphanie la Benjamine, l'enfant terrible, est rentrée dans le rang. Fini le temps où ses frasques s'étalaient dans la presse à scandale. C'est au tour de Stéphanie de Monaco d'évoquer la possibilité d'une séparation. Il faut dire que son mari avait été photographié dans une tenue qui n'est même plus ambiguë ou équivoque, en compagnie d'une jeune stripteaseuse. Stéphanie, princesse adulée par la presse People, son visage en couverture d'un magazine a longtemps fait grimper les ventes. En 10 ans, Stéphanie aurait gagné plus de 420 procès et perçu entre 99 et 2000 plus de 800 000 euros. J'ai de la sympathie pour la petite, surtout parce qu'on voit qu'il y a une envie pathétique d'être heureuse, je veux dire, d'échapper au carcan. Elle veut être une gamine comme les autres, elle tient un magasin, elle vendait des pullovers d'une marque qu'on ne citera pas à Monaco, elle était derrière la caisse, elle était dans le magasin, elle est quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, il n'y a pas aimé, elle est Altesse Sérénissime et princesse. Une princesse n'est pas faite pour faire ce genre de truc. Donc ce qui la rend sympathique, c'est le fait qu'elle n'ait pas voulu marcher selon la norme, marcher au pas. C'est une princesse qui est hors norme, c'est pas une princesse de légende, c'est une princesse hors norme. Finalement, Caroline, l'aînée, après 3 mariages, un divorce et un deuil, semble être la plus consensuelle. Pour beaucoup, elle est la digne héritière de sa mère, Grace Kelly. 3 enfants, un héritier et 7 petits-enfants. À plus de 80 ans, le prince Régnier reste toujours le seul pilote à bord. Ça fait plus de 50 ans qu'il est sur le trône monégasque. Et c'est toute sa vie, on l'appelle le prince bâtisseur. C'est lui qui a imaginé le nouveau visage de Monaco. Alors lui demander de partir, c'est le tuer immédiatement. Récemment hospitalisé, le prince Régnier, monarque par la grâce de Dieu, n'entend pas abdiquer. Ce que Dieu a fait, seul Dieu peut le défaire.
Et pour en savoir plus sur Monaco, ses secrets, sa succession, je reçois donc Henri-Jean Servat, journaliste à Paris Match. Alors vous avez longtemps suivi l'actualité des têtes couronnées, et en particulier celle de Monaco. Et puis il y a eu une brouille avec Monaco qui était due à quoi? C'est-à-dire que j'étais admis à la cour, si je peux me permettre. Ouais. Je dois être le seul journaliste à avoir fait une interview du journal pour lequel je travaille, de Régnier, qui m'avait reçu dans son palais. On avait discuté dans son bureau, les photos de grâce, la carrière et tout. C'était divinement passé. Et un beau jour, je suis allé raconter sur une radio qui était autre, je suis allé raconter que Monaco, ça me fait penser à un film de Luchino Visconti ou un roman de Marcel Proust. C'est l'Atlantide, c'est un continent qui va s'engloutir. On ne peut pas continuer à vivre dans ce millénaire comme on vit actuellement à Monaco, avec des vitrines ambulantes de la place Vendôme qui se baladent dans les rues, avec des Rolls chromés. C'est pas possible, genre de choses. Donc je suis allé dire que Monaco était condamné à disparaître à plus ou moins brève échéance. Mais si vous saviez, ma Poniale, l'affaire d'État que ça a fait, les conseillers sont mobilisés. J'ai travaillé à Radio Monte-Carlo, j'étais viré sur le champ, interdit de principauté. L'attaché de presse de sa principauté a débarqué à Paris Match pour m'interdire l'entrée de la principauté des balles. Ce que je veux dire, c'est que... Alors, interdit de principauté, ça veut dire quoi? Que si vous arrivez à Monaco, vous êtes reconduit... On dit que les frontières sont des fleurs, mais il y a une prison à Monaco, peut-être juste la prison. Non, ce que je veux surtout dire, c'est que... Vous n'avez pas essayé, en tout cas, d'aller à Monaco. Si, je suis retourné, on m'a fichu la paix, d'ailleurs, je suis passé en catimini. Mais je veux dire, il y a tout un système qui a été mis en place qui fait qu'on ne peut rien critiquer, on ne peut rien dire, sinon hors des frontières. Sylvain Besson, vous avez publié au Seuil donc, un livre passionnant sur l'argent secret des paradis fiscaux. Le secret, c'est une donnée primordiale à Monaco. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement opaque? Et qu'est-ce qu'on cache? Arnaud Montebourg parlait d'argent illégalement acquis. Alors écoutez, pourquoi c'est tellement opaque? Je crois que c'est indispensable pour tout paradis fiscal qui se respecte d'être opaque. Sinon, ce ne serait pas un paradis fiscal. Les gens qui mettent leur argent dans les paradis fiscaux, à 80%, cet argent n'est pas déclaré aux impôts dans leur pays d'origine. Donc ils n'ont aucune envie que quiconque sache qu'ils ont mis de l'argent à Monaco ou dans tout autre pays qui est un paradis fiscal. Alors, comment est-ce que ça marche, cette opacité? Je crois que c'est notamment dû au fait que Monaco est extrêmement petit et il y a une culture finalement qui unit tout le monde. Vous parliez de loi du silence, c'est ça. En fait, presque rien ne peut être fait à Monaco sans l'imprimature du prince. Est-ce que Albert, qu'on a dit à un moment un peu naïf, un peu gentil, même son père dans une interview disait le seul défaut qu'il a, c'est d'être trop gentil, est-ce qu'il saura être le patron comme son père? Il était étudiant de l'université américaine que j'ai fréquenté aussi. Je sais comment on a formé les gens, je sais les cours qu'on y donne, puisque c'était à Amherst College dans le Massachusetts. Donc je suis arrivé et je trouve que c'est un garçon, le peu que j'ai eu affaire à lui, je veux dire que j'ai trouvé clair, droit et digne. Je lui souhaite tous les bonheurs de la terre. Vous dites plus de mal de Monaco maintenant? Non, si, non, mais si, j'ai du mal de Monaco. Non, mais a priori, Albert de Monaco n'a pas fait, son Altesse Sérénissime, le prince héritier Albert, n'a pas fait que jusqu'à maintenant des vilainies ou des actes particulièrement dépressifs qui D'ailleurs, il est très sage par rapport à ses sœurs. Mais tout à fait, mais en plus... Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas encore marié, justement, c'est de ne pas faire d'erreur? Daniel, à parvenir à exister psychologiquement, socialement, quand vous êtes le frère des sœurs, le fils de son père et le fils de sa mère, le pauvre garçon, je veux dire, c'était pas la chose la plus facile de la terre. Enfin, est-ce qu'il s'en sortira quand même une fois qu'il sera au pouvoir? Il faut souhaiter, bonne chance, il faut lui dire bonne chance. Le pouvoir crée l'homme. Et qu'il fasse le ménage un peu là-bas, c'est ça qu'on peut souhaiter. Quel genre de ménage? Qu'il fasse un ménage judiciaire, qu'il y a quelques conseillers, moi je sais lesquels, je peux donner les noms. On peut envoyer dans la prison de Monaco, peut-être d'ailleurs. Côté paradis fiscal, est-ce qu'il y a des chances pour que ça change? Il y a une certaine pression maintenant de la communauté européenne, non? Il est évident, si vous voulez, que le paradis fiscal monégasque profite à la France, puisque les employés sont majoritairement français. C'est vraiment l'argument de l'emploi, si vous voulez, le fait que cet argent, au fond, qui est dans les banques monégasques, il est dépensé à Monaco et alentour, donc finalement en France. Je crois que les grands pays aimeraient vraiment que cesse, si vous voulez, ce phénomène d'évasion fiscale qui permet au fond à toute personne qui a un peu d'argent de le planquer, vulgairement dit, dans des pays comme Monaco. Merci en tout cas. Henri-Jean Servat, vous publiez un livre qui n'a rien à voir avec Monaco, mais je voulais le signaler, Annette Vadim et Henri-Jean Servat, les liaisons scandaleuses, donc sur Annette Vadim qui a été la première épouse. Voilà. Et puis Sylvain Besson, l'argent secret des paradis fiscaux, c'est publié au Seuil. Merci beaucoup à tous les deux. Henri-Jean Servat, d'ailleurs, vous connaissez très bien les gens dont on va parler maintenant, à savoir Sarah Marshall et Alexandre Anthony. Sarah Marshall, c'est la petite fille de Michel Morgan. Alexandre Anthony, c'est le fils de Richard Anthony. Ils ont eu un enfant ensemble qu'ils ont confié à la DAS. Vous les avez interrogés longuement, d'ailleurs, pour Paris Match. Depuis très longtemps, depuis au moins 12 ans, je les connais tous. Alors aujourd'hui, ils préparent un livre sur leur sombre histoire. C'est ce qu'on appelle dans l'édition un document. Et désormais, c'est un véritable phénomène. Ces documents sont en tête des ventes et réalisent d'ailleurs des chiffres de vente absolument hallucinants. Alors les livres Confessions font un triomphe et dopent le marché de l'édition. Regardez. Cadeau. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est mon bouquin. Bien, voilà. La couverture, elle est top. T'es content, là? Ah oui, c'est super. C'est la première fois que je le vois. Défini, là, comme ça. Ça fait drôle, en fin de compte, que tu te rends compte que dans là-dedans, il y a ta vie.
Philippe Labro, bonsoir. Tomber 7 fois, se relever 8, c'est le titre de votre dernier livre. Donc, vous décrivez une sorte de descente en enfer, une dépression qui a duré pendant quelques années, de 1999 à 2001. Alors, pourquoi avoir fait ce livre qui parle de vous et de votre douleur personnelle? D'abord, j'en avais envie, et l'envie d'un écrivain, ça se contrôle pas, ça se raisonne pas. Et par ailleurs, j'avais déjà eu tellement, depuis que j'étais sorti de cette dépression, de témoignages, de questions, de copains et tout, que je m'étais dit, je vais peut-être les aider en racontant précisément et factuellement ce que ça signifie, cette immense douleur qui concerne, comme vous le savez, un Français sur 5. Donc autant de lecteurs. Peut-être, oui. Jérôme Begley, bonsoir. Vous êtes journaliste et spécialiste de l'édition. On assiste à un phénomène, en fait, la multiplication comme ça de ces livres confessions où les gens racontent leurs témoignages sur des expériences souvent douloureuses qu'ils ont vécues. C'est un petit peu différent du livre de Philippe Labro parce que ce sont souvent des livres qui sont, comme on dirait en bon français, des one-shots. Ouais. C'est-à-dire qu'on part d'une expérience personnelle, on le fait écrire par un nègre, donc c'est souvent pas très bien écrit. C'est pour ça que c'est différent du livre de Philippe. Ouais. C'est souvent une expérience un petit peu choc, voire pas très propre, mais ça a un avantage, c'est que ça se vend vite et très bien. Alors exemple, La fille d'Émile Louis. Alors, La fille d'Émile Louis, Vincent Humbert, Je vous demande le droit de mourir. C'est aussi Nadine Trintignant lorsqu'elle fait un livre sur sa fille. Pour vous donner juste un chiffre, le Goncourt l'année dernière, il s'est vendu à un peu moins de 100 000 exemplaires en librairie. 94 500. Voilà. C'est pas énorme pour un Goncourt, mais ça reste quand même un étiage qu'on peut considérer comme moyen. Beaucoup de livres, beaucoup de documents se vendent au-delà de 100 000 exemplaires, voire de 200 000 exemplaires. Les mémoires du général de Gaulle, c'est 250. Nadine Trintignant, c'est 220. Vincent Humbert, c'est 230. Donc c'est quand même 2 fois, voire 2 fois et demi un Goncourt. C'est assez énorme. Ouais. La particularité, c'est que ça se vend très vite. Le Goncourt, vous pouvez l'écluser sur 6 mois, 7 mois, voire 1 an. Ces documents chocs, vous faites vos ventes presque en 1 mois. Ouais. Alors pour mieux comprendre comment marche le système du livre Confession, Pierre-Emmanuel Luneau de Régnac a remonté en fait tout le processus. D'abord le deal, le marché conclu entre celui qui raconte et son éditeur, et puis l'écriture, souvent effectuée par un nègre, vous le disiez. Enfin la promotion, la tournée des émissions de télé et de radio qui font leur chou gras de ces mini-scandales. Image de Grégoire Ozina. Depuis quelques mois, le monde des livres est en train de vivre une petite révolution. Après la télé-réalité, voici venir l'édition réalité. Dans les rayons des salons du livre, des librairies ou des supermarchés, à chaque nouvelle parution, le public se les arrache. Justine Lévy et son mari volés par Carla Bruni, 125 000 exemplaires. Guillaume Depardieu, son amputation, la brouille avec son père, 80 000 exemplaires. Philippe Labro et son mal de vivre, 200 000 exemplaires. Chaque mois, ce sont des dizaines de nouvelles histoires vécues, de confessions toujours plus intimes qui se vendent à tour de bras. Sortie de prison, divorce, viol, enfin tout type de témoignage fonctionne en ce moment. Ça se vend très bien. Ça se vend très bien. Un phénomène d'une telle ampleur que l'an dernier, pour la première fois, les ventes de l'édition réalité ont dépassé celles du roman. S'il y a des gens à qui ça fait plaisir, mais qu'ils aillent se faire plaisir, il se trouve que moi, ça m'emmerde plutôt, ce genre de bouquin. Pour les auteurs comme pour les éditeurs, cette mode est un vrai jackpot. Elle leur a déjà rapporté plus de 100 millions d'euros. C'est finalement des livres qui ne coûtent pas forcément cher, mais qui peuvent rapporter très très gros. Pourquoi des stars acceptent-elles de livrer leur intimité? Combien rapporte vraiment la vente de ces livres?